Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce dernier talk de la journée pour cet événement Faire Corps organisé par Médecins du Monde. Pour cette dernière table ronde, ce dernier échange, nous allons aborder ensemble la question des tabous et des idées reçues qui subsistent encore autour des questions d'avortement. Pour cela, j'ai l'honneur d'accueillir 3 brillantes intervenantes qui vont se présenter. Alors, à ma droite, j'ai Bibia, si tu veux dire un mot pour présenter ton travail. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis historienne, maîtresse de conférences en histoire à l'Université Paris 2 et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de contraception et d'avortement en France et de façon plus transnationale aujourd'hui. Et je viens de publier avec 2 chers collègues, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, un ouvrage qui s'appelle Les lois Veil et qui est en vente à la librairie et qui traite en fait de la genèse à la fois de la loi de 74 sur la contraception qu'on oublie tout le temps et de la loi de 1975 sur l'IVG qu'on connaît davantage et qui vient jusqu'à aujourd'hui pour comprendre en fait la trajectoire de cette loi, d'où elle vient et ce qu'elle a fait. Voilà. C'est déjà pas mal. Je ne ferais pas mieux, hein, vraiment. Moi, c'est beaucoup moins prestigieux. Moi, je m'appelle Enora Malagré. Je suis journaliste, je suis aussi comédienne et autrice. Et je suis une des marraines du planning familial. Voilà, je suis très engagée à leur côté depuis extrêmement longtemps. Et j'ai aussi, moi, une association et je suis très engagée sur l'endométriose. Et je suis là aussi pour vous dire aussi qu'on m'a beaucoup dit des absurdités comme quoi se faire avorter entraîner de l'endométriose, on va y revenir. C'est faux, évidemment. Voilà, et je suis très contente d'être là. Bonsoir, moi je suis Excel Jeanne Juquet, je suis autrice, je suis podcasteuse et je suis également l'autrice d'un ouvrage qui s'appelle Journal intime d'une féministe noire. Le noir est entre parenthèses et ça a son importance. Et dans cet ouvrage, je reviens sur les avortements que j'ai subis et j'ai eu l'occasion d'avoir quelques retours assez édifiants sur la question et je me joins à ce panel avec joie et bonheur parce que les femmes afrodescendantes sont assez peu associées à cette conversation sur l'IVG et j'entends contribuer à ce qu'il en soit autrement. En tout cas, ce soir, quand vous repartirez, vous en aurez un petit aperçu. Et donc, pour les accompagner, moi, je suis Julie Caron, je suis la responsable éditoriale d'Au Féminin, qui a le plaisir d'être partenaire de cet événement. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur un chiffre qui a été dévoilé cette semaine et qui est important. En 2023, 243 623 femmes ont eu recours à une IVG, soit une augmentation de 3,7%. Donc ça concerne énormément de femmes dans notre pays. Afin de bien resituer la question dans un contexte plus historique, est-ce que Bibia, on peut revenir ensemble sur ces grandes étapes de la légalisation du droit à l'avortement en France et surtout les résistances sociales qui y sont souvent associées? Alors c'est une très vaste question, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, n'ayez pas peur. Mais j'aimerais, puisqu'on réfléchit ce soir sur la question du tabou, essayer de comprendre comment s'est ancré ce tabou en fait historiquement. Donc il faut effectivement se rappeler d'abord que ça a été un interdit légal depuis très longtemps. Si on prend juste la période contemporaine, on a en tête la loi de 1920, qui ne fait que réactualiser l'interdit de l'avortement, qui était déjà dans le code pénal auparavant, mais qui est né du désastre de la Première Guerre mondiale et d'une mobilisation très forte aussi d'associations morales qui visaient à condamner à la fois donc l'acte d'avortement, mais aussi la contraception, le fait de diffuser des informations sur la contraception. Donc l'enjeu, il est double. Il est à la fois démographique. Et donc l'interdit, il est lié à ça. Il faut que les femmes, elles procréent, elles fassent des enfants pour la nation. Donc c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, il est moral, lié à la morale judéo-chrétienne. C'est un interdit
morale qui est associée au fait de tuer, l'avortement. Et donc ces questions-là, on les retrouve au moment de la discussion de la loi Veil, en 1974-75. Les oppositions à la légalisation, elles s'ancrent dans ces deux idées. L'interdit moral, aller à l'encontre de la nature, à l'encontre de la volonté divine, et aussi aller à l'encontre d'une démographie qui doit être dynamique pour que le pays fonctionne. Donc on voit comment ces deux interdits pèsent sur les femmes, donc comment elles sont enjointes à procréer par ces deux interdits. Et donc c'est dans ces deux réalités que le tabou s'est construit au fil des ans. Il y a une forme donc de dénonciation de ce tabou, évidemment, par les mobilisations féministes. On peut penser au manifeste des 343 femmes qui ont déclaré avoir avorté en 1971, au procès de Bobigny en 1972, au fait de pouvoir dire qu'on a avorté à ce moment-là, dans les années 70, c'est quelque chose de très fort de la part des féministes. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le tabou perdure autour de ces deux questions, de la question morale et de la question de la fonction procréatrice des femmes. Dire qu'on a avorté, vous l'avez fait. Est-ce qu'en 2024, c'est plus simple? Alors, Enora, est-ce que tu veux partager, toi, ton expérience? Tu as pris la parole publiquement sur ton expérience. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et aussi sur les remarques, les retours que tu as pu avoir parfois assez violents et virulents, et aussi cette méconnaissance et ce qui entoure l'acte d'avorter? Alors, il y a eu deux événements, moi, qui m'ont marqué. Le premier, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, le planning familial a recréé, en hommage au manifeste, un nouveau manifeste des 343. Comme moi, je vous l'ai dit, je suis une des marraines, j'ai été mandatée pour mobiliser des personnalités publiques qui puissent signer ce nouveau manifeste. Et je suis tombée de ma chaise, ça a été un calvaire pour vraiment mobiliser des personnalités publiques. Très 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 peu de femmes ont accepté de dire « j'ai avorté ». C'était là, il y a 2 ans. Donc moi, déjà, ça m'a quand même extrêmement alertée. On parle du tabou, donc qui persiste encore. Et après, à titre personnel, tous les ans, moi, je prends la parole sur l'avortement depuis 15 ans. Et puis, en 2021, je refais un post sur Instagram. Et là, je découvre, mais vraiment, déjà, une fachosphère qui, donc, j'ai découvert que ça y est, elle s'organisait. Et donc, venait... pardon, mais chier sur les Instagram de personnes comme moi à dire des choses absolument atroces, anti-avortement, etc. Voilà, mettez des phrases, des raccourcis sur l'endométriose et l'avortement, donc de la désinformation. Et j'ai eu évidemment des menaces, des insultes, mais comme je n'avais pas eu, je crois, depuis... je sais pas, 5-6 ans. Donc je me suis dit, oulala, le retour au conservatisme, il est vraiment là, il est présent, quoi. Je l'ai vraiment senti. Et puis, excusez-moi, il y a des hommes derrière qui font un spectacle. C'est très bizarre. Ouais. C'est compliqué pour nous de parler. Et donc, du coup, et la troisième chose dont je me suis aperçue aussi, c'est cette désinformation autour de l'avortement. Ouais, il faut aller leur dire. Non, vraiment, on est sur un spectacle très, très chelou. Vous chantez faux, en plus. Encore si c'était beau. Pardon, j'en étais, oui. Et de dire qu'on avorte beaucoup plus, enfin bref. Il y a aussi, dans la pratique, le problème qu'on a, on va y revenir, c'est que l'avortement est moins pratiqué. Certes, là, c'est rentré dans la Constitution, mais les médecins pratiquent moins l'avortement parce que c'est un acte qui rapporte pas beaucoup de sous, que les anciens médecins gynécos sont partis à la retraite et que les jeunes invoquent de plus en plus cette clause de conscience. Donc bref, il y avait une tchoutchouka de tout ça là, sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, bon, on va se remobiliser et on va organiser des conférences comme celle-ci. Pardon si j'étais pas claire, mais ces rapports aux toubisseries qui sont derrière, c'est compliqué, pardon. Vas-y, c'était très clair, malgré tout. Et Axel, toi, tu as une expérience aussi singulière vis-à-vis de l'avortement, si tu peux nous en faire part. Alors, elle est singulière dans la mesure où... pour ce qui est des populations afrodescendantes, c'est un sujet qui est tabou, mais comme dans beaucoup d'autres populations. Mais nous ne sommes pas associés aux questions ayant trait à l'intime. On est plutôt sur de la stigmatisation ou des stéréotypes, mais tout ce qui est de l'ordre de l'intimité n'est pas forcément
une thématique qu'on pense qu'on peut incarner. Et moi, pendant longtemps, j'ai pas pu trouver des témoignages de femmes noires ayant avorté et s'en faisant écho de manière publique et vraiment de manière posée. Et c'est parce que je trouvais pas en fait ce témoignage-là que j'ai choisi de partager le mien. Alors dans un premier temps, c'était un post sur Instagram en 2021. Et puis par la suite, c'est devenu un chapitre dans le journal intime d'une féministe noire que j'ai choisi d'intituler 343 salopes et moi, et moi, et moi. Donc là, déjà, petite provocation, visiblement pour un certain nombre d'interlocuteurs, 343 salopes en référence au manifeste et au fait que c'est ainsi que Cabu les avait qualifiés. Et le « et moi, et moi, et moi », en fait, correspondait aux 3 avortements que j'avais subis. Et je voulais poser d'emblée le fait que c'était assumé et que parfois, pour certaines d'entre nous, ça n'avait pas lieu une seule fois. Ça pouvait se produire à plusieurs reprises dans une existence. Et rien que ça, déjà, suscite plein d'idées reçues sur une certaine inconstance de ma part, éventuelle. C'est sujet à beaucoup de préjugés, mais venus de tous les espaces culturels, mais au sein des communautés afrodescendantes, en tout cas des retours que moi j'ai eus, je me suis retrouvée identifiée comme celle qui a osé en parler, qui a osé mettre des mots là-dessus, qui a osé l'inscrire en plus dans un propos à propos de la transmission qui est importante moi dans le cadre de mon histoire. Parce qu'il s'avère que je suis la première de ma lignée maternelle à pouvoir choisir mes grossesses, à pouvoir déterminer quand je veux être mère et dans quelles conditions. Et il y avait aussi ça derrière le fait de partager ce récit-là. Il se trouve que dans certaines aires culturelles, ça veut aussi dire que dans une lignée, vous êtes quelqu'un qui vient rompre quelque chose. Et l'avortement, c'est pas juste une histoire d'avortement, c'est aussi une histoire de transmission et de vécu féminin au sein des familles. Vous avez osé, comme tu l'as dit, en parler. Pourquoi c'était si important et pourquoi vous pensez que c'est encore aussi important aujourd'hui de continuer à en parler sans tabou, en essayant en tout cas de les lever et sans gêne, sans honte. Toutes les deux, pour information, on va en parler aussi. Moi, j'ai aussi avorté 2 fois. Et ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas fière d'avoir avorté, mais je suis fière d'avoir eu le droit de le faire. Et je pense que c'est important de se rappeler que ce droit, il n'est pas acquis. Et que c'est important pour nous toutes de pouvoir prendre la parole sur le sujet et de continuer à informer, à alerter, à partager aussi nos histoires parce qu'elles peuvent faire écho à une histoire plus personnelle chez quelqu'un. Et donc je pense que c'est aussi la force là, de notre un trio d'intervenantes, c'est qu'elles ont chacune une histoire personnelle et singulière à cet acte d'IVG. Donc pourquoi c'est important encore d'oser selon vous ? Alors je pense que déjà ça reflète un privilège qu'on a, clairement. Je vais continuer parce que point de vue situé, c'est important. Lorsque moi j'aborde cette question-là, je suis une femme noire, je suis une femme africaine, et il faut savoir que 50 pays, alors l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent, donc il y a 54 pays, je tiens à le rappeler, et que sur ces 54 pays, 50 d'entre eux interdisent ou restreignent l'accès à l'avortement. Lorsque nous, appartenant aux diasporas, nous prenons la parole sur des sujets comme ça, on ne le fait pas seulement pour nous, on incarne aussi quelque chose à l'échelle d'un continent, à l'échelle de celles qui luttent encore pour avoir accès à ce droit qui pour moi est juste basique. Et c'est important
d'incarner ce droit et que les récits à propos de l'avortement soient les plus inclusifs possibles, parce que ça n'impacte pas seulement celles que nous sommes ici dans ces aires européennes, mais c'est aussi un encouragement, une marque de soutien, un possible pour d'autres qui sont encore très 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 loin du compte. Et je pense que pour moi c'est un privilège de pouvoir disposer d'un droit de cet ordre-là, et c'est un devoir de prendre la parole et d'incarner l'accès à ce droit pour celles pour lesquelles ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et toi, Enora, tu le disais tout à l'heure, mais en France aussi, en fait, ce droit, il n'est pas le même partout, géographiquement. Enfin, il y a encore aussi pas mal de disparités sur le territoire. Tu prends la parole et... Oui, il y a un net recul. Je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi. Moi, j'en parle parce que c'est encore un sujet, parce que tant que je verrai encore, même dans ma sphère privée, des copines, des membres de ma famille souffrir, se taire, ne pas oser en parler, c'est que c'est encore un sujet. Et c'est encore le cas dans mon entourage, mais vraiment, c'est vraiment encore extrêmement tabou. Donc, je pense que c'est nécessaire. On fait pas ça de gaieté de cœur. C'est une solution à un moment dans notre vie. Et puis on est quand même encore dans une société où l'injonction à être maman est très très forte. Moi par exemple, j'ai pas d'enfant et je sens le poids du jugement quand je dis que j'ai avorté. Il est là, vraiment. Ça fait un peu femelle défaillante, quoi. Et puis alors encore plus quand moi j'ai de l'endométriose, parce que moi j'entends, mais tout le temps on me dit « Ah ouais, mais t'as avorté, maintenant t'as de l'endométriose. T'as laissé passer ta chance, dommage. » Tout cela est très intrusif. Là, on est entre nous, donc c'est intrusif, c'est un peu bête. Et puis, il faut continuer d'en parler pour celles, effectivement, qui n'ont pas notre chance, qui n'ont pas notre voix. Et elles sont encore très, très nombreuses, même en France. Et du coup, justement, Bibia, si on peut revenir ensemble, il y a un tabou qui reste constant aussi, c'est comme s'il y avait un profil type de la femme qui avorte, soit c'est la jeune fille un peu mal informée. Souvent, on a cette idée... En fait, non, ça concerne tout le monde. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces chiffres qui le relatent très clairement, que en fait, toute femme peut être concernée par l'IVG? Oui, alors je veux bien réagir à la question que tu posais avant, pourquoi c'est important de le faire, et ensuite j'en viendrai à ton autre question. Il y a la question de l'incarnation, mais il y a aussi la question de la transmission. Et donc là, il y a quelque chose dont je voulais vous parler et qui me tient à cœur, c'est que l'Institut national de l'audiovisuel a lancé une grande collecte de témoignages sur l'avortement clandestin avant 1975 et a recueilli plus de 300 réponses à cet appel. 65 personnes ont fait l'objet d'un enregistrement filmé et donc ces entretiens qui ont été faits avec ces 65 personnes qui ont vécu d'une manière ou d'une autre l'avortement clandestin, soit en avortant, soit en aidant les femmes à avorter, vont être mis en ligne à partir de janvier, complètement accessibles. Et c'est très important parce que beaucoup de femmes qui ont souhaité témoigner aujourd'hui, ce sont des dames qui ont 60, 70, 80, 90 ans. Beaucoup nous ont dit c'est la première fois que j'en parle. J'en ai pas parlé à mes enfants, j'en ai pas parlé à mes petits-enfants. Et il y a cette question de la transmission qui ne s'est pas faite, alors même, et j'en suis persuadée, toutes les familles ont en fait une histoire d'avortement, mais ne le savent pas forcément. Ça n'a pas été transmis. Et en tant qu'historienne, pour moi, ce sont des traces qu'on n'a pas laissées. C'est une histoire des femmes qui, encore une fois, ne va pas être documentée. Et donc, là, je voudrais employer le terme de témoignage, en fait. En parler, c'est témoigner aussi pour l'histoire. Voilà. Et par ailleurs, ça nous permet, à nous, historiennes et historiens, de mieux connaître la réalité des avortements clandestins. Et ce que ça révèle, on le savait déjà un peu, mais là, de manière flagrante,
c'est qu'il n'y a pas un profil type de femmes qui avortent. Dans les années 50, 60, 70, on avait un peu l'idée que c'était les jeunes femmes dévergondées qui avaient des relations sexuelles avant le mariage, mais en réalité, c'était en majorité des femmes mariées qui avortaient. Et donc, on a tous les profils qui ont répondu à cette collecte, les très jeunes femmes, les femmes mariées qui ne souhaitaient pas d'une nouvelle grossesse, de tous les milieux sociaux. Donc il n'y a absolument pas de profil type. Et c'est important de le dire, en fait, ça nous concerne toutes et tous. En fait. Je trouve qu'aussi, ce qui est important de dire, on n'en parle pas assez, c'est les médecins qui pratiquent l'avortement. Il y a quand même un problème en France. Moi, quand même un de mes avortements, et je pense que si vous avez avorté, peut-être vous avez vécu cette expérience où on vous fait écouter le cœur alors que vous n'avez pas envie. Ça, c'est encore une pratique trop courante. Je trouve qu'il n'y a pas d'accompagnement psychologique, que la plupart du temps on se fait juger, qu'il y a un problème vraiment de dialogue entre les médecins et les patientes qui viennent pratiquer un IVG. Et je trouve que les médecins, justement, sont... Alors, parfois pas invités, mais souvent refusent de venir justement à des talks, à des conférences, etc. Je trouve que le dialogue est rompu, c'est ça qu'il faudrait rétablir. Parce qu'il y a quand même un vrai souci avec ça en France. Voilà, c'était le mini coup de gueule de Tata et Nora. Mais tu fais bien parce que j'ai la même expérience où on m'a dit oh, regarde comme c'est mignon au moment de l'échographie et donc ou alors vous êtes encore venu, vous allez encore avorter. Enfin, il y a vraiment un problème, je trouve, dans l'approche de l'IVG en France par rapport aux médecins. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais si je peux rebondir là-dessus, ce qui est beaucoup ressorti des témoignages aussi sur l'avortement clandestin, c'est l'ampleur des violences pratiquées par le personnel médical. Ça, bien sûr, c'est l'ultime tabou. Et voilà, et donc c'est vraiment ressorti. Alors aussi, il y a un contexte, c'est qu'aujourd'hui on parle des violences gynécologiques et obstétricales, et donc je pense que les femmes aussi relisent d'une certaine manière leur expérience en se disant en fait c'était des formes de violence. Pas tant que ça, là on est dans une sphère elles savent, et tout, mais alors le nombre d'agressions sexuelles, de curetage à vif, d'humiliation, c'est quand même très 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 impressionnant. Axel, je crois que tu voulais réagir, j'ai l'impression. Non, je plus sois, voilà, ce qui vient d'être dit, et des petites phrases comme tu n'avais qu'à fermer les jambes. Ouais, c'est des choses qui restent marquantes. Et qui existent toujours, vraiment. Oui, c'est ça, j'allais y venir. On en parle au passé, c'est encore le vécu d'un bon nombre de femmes ou de jeunes femmes. En fait, les lois avancent, voilà, mais pas les mentalités. Mais voilà, pas les mentalités et pas la pratique. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on continue à dénoncer, qu'on continue à dire un peu partout, même quand on fait de la prévention dans les écoles et tout. Faut pas croire, c'est vraiment deux mondes, quoi. Non, et ce qui revient souvent dans les témoignages, et les vôtres également, c'est cette stigmatisation, culpabilisation, mésinformation, parce qu'on va associer ça derrière à d'autres troubles de santé. Vous, quelles sont les choses que vous avez entendues qui vous ont vraiment rendu folle sur l'instant, ou peut-être après coup à réagir et à vous dire non mais attends, ça va pas, ça c'est pas normal? Je sais pas moi, 1000 choses. Encore un avortement. À cause de ça, vous savez, un médecin, vous allez peut-être pas pouvoir avoir d'enfant. Des inepties, une façon de me parler extrêmement méprisante, une incompréhension, du jugement, quoi. Comme si j'étais une fille de peu de vertu. Ce qui n'est pas faux, mais ça ne regarde que moi, ça. Non, mais on assume surtout. Des choses comme mais vous n'avez qu'une fille, vous perdez vos chances d'avoir un garçon. Waouh. Bonne année 1920. Bonne année. Wow. Allez, je vous laisse là-dessus. Juste pour rebondir, la question de l'information, en fait, elle est très importante. Alors, d'une part, parce que dans la loi de 1920, il y avait cette interdiction de faire circuler de l'information sur la contraception et sur l'avortement, que jusqu'à
très longtemps, la question de la propagande anticonceptionnelle est restée. Donc, c'est interdit de faire de la propagande anticonceptionnelle. Donc, d'essayer d'inciter les gens à ne pas avoir d'enfants, c'est interdit. Et donc, il y a quand même cette question de l'interdit qui a perduré pendant très longtemps de la circulation d'informations et qui a été combattu par notamment le mouvement français pour le planning familial, qui, dès les années 50-60, a voulu faire de l'information un cheval de bataille. Et donc ça, c'est très important, et a voulu distinguer information et propagande, ça a été très, très important. Et donc c'est vraiment au cœur de cette question du tabou, parce que finalement, aujourd'hui, on a accès à l'information, mais il y a encore ces idées fausses qui circulent. Et comme vous le disiez, ça peut encore même arriver dans la bouche des professionnels de santé. Si je peux préciser un petit tip, ce que vous connaissez peut-être sans doute, mais c'est écrit dans la loi, c'est dans le Code de la santé publique, article 111-5, je me prends pour une avocate, mais c'est écrit dans la loi. On n'a pas le droit de vous parler d'autre chose que de votre santé quand on fait un rendez-vous chez un gynéco. C'est écrit dans le Code de la santé publique. Il y a par exemple la Fondation des femmes, je me permets, qui vient de publier un guide juridique, justement, qui parle des violences gynéco et obstétricales. Je vous suggère d'aller y jeter un œil, parce que vous avez des droits, nous avons des droits, et que ça nous permet d'arriver à un rendez-vous gynéco un peu plus solide, un peu plus informé. On ne peut plus trop nous la faire à l'envers, vraiment. Parce que très rapidement, il peut y avoir des glissements dans ces rendez-vous. La façon dont on vous parle, des actes qui ne sont pas pratiqués correctement. On est quand même protégé par la loi. Tu as recueilli, Bibia, beaucoup de témoignages. Axel aussi, et Nora sans doute aussi dans ton entourage militant. Quels sont selon vous les plus grands clichés qui subsistent autour de l'IVG? On en parlait tout à l'heure, il y a quand même un problème d'information. Moi par exemple, quand j'ai avorté la première fois, j'avais 22 ans et on m'a fait très peur en fait en me disant que je diminuais mes chances plus tard d'avoir une grossesse. Et à 22 ans, j'y ai cru, j'étais pas encore suffisamment informée. On me disait que avoir recours à l'aspiration, c'était pire. Des choses qui sont totalement fausses, qui, à 30 ans et après avoir travaillé dans ce milieu des années plus tard, me semblent impensables, mais c'est encore des choses qu'on peut entendre. Est-ce que toi, il y a d'autres choses qui reviennent assez fréquemment dans les témoignages que tu as pu recueillir ? Alors c'est un peu différent parce que ce sont des témoignages sur l'avant 75, mais c'est ça aussi que je voulais dire. Ce qui ressort beaucoup des témoignages sur l'avant 75, c'est l'absence totale d'informations sur la contraception, évidemment, et sur l'avortement, qui suscite beaucoup de peur et d'effroi. Et surtout, beaucoup de femmes ont vécu un avortement sans savoir ce qu'on leur faisait, en fait. Donc, sans pouvoir... voilà, c'était aussi une forme de violence ajoutée, de ne pas... qu'on ne leur dise pas, en fait, ce qu'elles étaient en train de vivre. Mais sur le cliché de la question de ne pas pouvoir avoir d'enfants, ça, je pense que ça s'ancre, en fait, dans une réalité qui était que l'avortement clandestin tel qu'il était pratiqué avait des conséquences graves sur la santé des femmes et notamment sur leur fertilité et pouvait conduire donc à des formes de stérilité secondaire. Donc ça, c'est une réalité et je pense que c'est quelque chose qui en fait est resté dans l'imaginaire commun. L'avortement est lié en fait à un danger, en fait à aussi quelque chose de violent, alors que ce qui s'est passé quand même depuis les années 70, c'est une volonté de réinventer médicalement cette pratique et d'en changer le fonctionnement pour que ça devienne un soin et non plus un acte dangereux, en fait. Dans les clichés, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est l'histoire du profil type. En fait, qu'il y a un profil type de femme qui a recours à l'avortement. Moi, j'ai eu recours à 2 reprises alors que j'étais mariée et que j'étais sous contraception. Et en fait, la majeure partie des femmes ayant recours à l'avortement sont des femmes qui sont sous contraception
Et c'est un défaut de contraception. C'est pas on s'est levé un matin et on s'est dit je vais m'envoyer en l'air et je vais me retrouver enceinte et trop bien, oupla boum, je vais me faire avorter en fait. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc 2 fois, à 2 reprises, c'était ça. J'ai été mariée, donc la décision a été prise avec mon époux. Et la 3e fois, c'est peut-être la fois qui fait le plus réagir les gens, c'est que j'ai pris la décision de ne pas faire de l'homme en question le père de mes enfants. Le père de l'enfant, en tout cas, qui était en route. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être mal perçu. De quel droit est-ce que je peux me permettre de déterminer qui sera le père de mon enfant ? En fait, j'ai tous les droits parce qu'en fait, l'enfant, lui, n'a rien demandé. Et à l'arrivée, si jamais le partenaire que j'ai choisi ne s'avère pas être fiable en matière de parentalité, c'est moi qui vais en faire les frais et l'enfant non plus. Et l'enfant, par ailleurs, qui n'a pas choisi d'être là. Donc, pouvoir dire ça, c'est évidemment ça a l'air d'être un outrage, donc c'est assez intéressant et ça rappelle encore une fois qu'on n'est pas en position de choisir et que oui certes on peut devenir mère mais à certaines conditions et en fait même quand on est mère, enfin c'est pas un lieu de puissance en fait, on ne nous le présente pas comme un lieu où on peut être puissante et où on peut déterminer dans quelle mesure est-ce qu'on choisit de l'être et dans quelles conditions et accompagné par qui. Voilà. Il y a un autre cliché, on en parlait tout à l'heure, c'est celui de l'égoïsme. En fait, avorter, c'est être égoïste. Voilà, faire un choix égoïste. Et là, en fait, ça s'ancre dans quoi ? En fait, ça s'ancre dans le rôle maternel des femmes, et donc elles ne répondent pas à ce qu'on attend d'elles, qui est qu'à partir du moment où il y a une grossesse, son corps, notre corps ne nous appartient plus entièrement, il appartient à la société entière. Donc c'est assez intéressant de voir que ça perdure sous cette forme. Moi, il y a aussi quelque chose on soulevait ça tout à l'heure aussi, comment dire, c'était culpabilisant parce que moi, on m'a fait voir ça comme une erreur de parcours. Parce que quand ça arrivait, j'étais première de ma classe. Et on m'a dit « Ah bon, ça t'arrive à toi ? J'aurais jamais cru. » Et comme si c'était une erreur sur mon parcours parfait. Vilaine fille. Ouais, voilà, et il y a même un garçon qui m'a dit « Je te verrai différemment maintenant. » Et quand t'as 22 ans, que déjà toi-même tu dois dealer avec ça. Je le rappelle, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on prend cette décision. On le choisit, on le décide et on a cette chance-là. Mais j'étais pas pleine de gaieté au moment d'y aller. C'est dur aussi à 22 ans, mais comme ça l'a été à 30, quand on m'a dit « Ah mais là, t'es sûre que tu vas pas le regretter ?» Parce que là, l'âge avançant, l'horloge biologique tournant, là, c'était plus la même question. C'était, là, il faut justifier. Pourquoi, là, à 30 ans, c'est bon, c'est maintenant, il est temps, tu vois, arrête tes conneries. Et je trouve qu'il y a justement toujours cette pression sur les femmes, et on y revient, en fait, à ce devoir d'être mère. Et on ne nous laisse pas ce choix-là. Quand on prend la décision d'avorter, on nous le fait sentir que on n'a pas accompli notre devoir. L'avortement, c'est pas un échec. Encore une fois, c'est une solution à un moment dans notre vie. Point. C'est tout. Et notre vie se poursuit après, surtout. Exactement. Décède pas. Exactement. Et pour ouvrir le débat et avant de passer aux questions, s'il y en a, attends, tu veux ajouter quelque chose, Livia ? Oui, en fait, désolée, j'ai un esprit d'escalier, mais je pense que c'est quand même important sur cette idée de profil type qui est centrale. On est revenu, on a dit qu'il n'y a pas de profil type. En revanche, il y a des différences de parcours. Et donc, si en fait toutes les femmes sont concernées par la réalité de l'avortement, toutes les familles ont des histoires d'avortement, etc. Il faut quand même aussi reconnaître qu'on n'avorte pas de la même manière selon sa catégorie sociale, selon d'où on vient, selon si on est dans une
forme de très grande précarité. Voilà. Et je voulais insister là-dessus parce que ce qui est ressorti aussi des témoignages de l'avortement clandestin, c'est que certaines femmes n'ont pas témoigné. On n'a pas eu de témoignages de femmes immigrées, par exemple. On a eu très peu de témoignages d'ouvrières. On a eu de très grandes difficultés à avoir des témoignages dans les territoires d'outre-mer. Et donc, voilà, il faut aussi quand même se rendre compte de ça. Et en fait, ça nous renvoie au fameux procès de Bobigny, où il y a eu une tension entre les féministes, entre est-ce qu'il fallait dire que toutes les femmes, n'importe quelle classe sociale, étaient confrontées de la même manière à l'avortement, ou est-ce qu'il fallait insister sur le fait que celles qui étaient jugées, c'était celles des classes populaires les plus modestes, celles qui n'avaient pas eu les moyens d'aller à l'étranger, de payer un médecin pour le faire de manière plus simple. Et finalement, c'est la stratégie de Gisèle Halimi, d'avoir insisté sur la classe sociale, sur cette mère célibataire qui travaille et qui habite en banlieue et qui a vécu de plein fouet toute des inégalités en fait face à l'avortement. Mais ça n'empêche pas de dire les deux. En fait, à mon avis, il faut vraiment insister sur les deux. Désolée pour l'esprit d'escalier. Non, mais je pense qu'Axel veut réagir à ça en plus. Il y a un point important aussi à propos de ce procès de Bobigny. Il illustre ici aussi que c'est une histoire de transmission et c'est une histoire de soutien entre une mère et une fille. Et vraiment, je ne saurais trop insister sur cet aspect. C'est un privilège d'avoir un entourage qui puisse vous soutenir. C'est un privilège que cet entourage soit incarné par vos mères, par vos tantes, par vos sœurs. Ça ne va pas de soi pour tout le monde. Et je pense que le début aussi de la résistance à cette question, ou en tout cas à une meilleure prise en compte de notre droit à avoir recours à cette pratique, se niche aussi dans les récits familiaux à ce propos-là. Et c'est exactement ce que disait Bibia. En fait, il y a forcément une histoire d'avortement dans votre famille, que vous soyez au courant ou pas. Mais en général, quand vous grattez un peu, en fait, vous découvrez des choses. Et être né avant 1975 et après 1975, c'est pas tout à fait la même chose. Grattez un peu. A priori, il est possible que vous appreniez 2-3 trucs. Et ce sont peut-être vos grands-mères aujourd'hui, mais elles ont des choses à dire. Et moi, je suis impatiente de voir cette collecte parce que c'est juste... à la fois, ça me brise le cœur de me dire qu'elles ont pu dire qu'elles n'en avaient jamais parlé avant. Et en même temps, je me dis, au moins, elles partent en sachant que maintenant, nous, on est au courant. Et c'est à nous de continuer à le transmettre. Donc ça se joue aussi à cet endroit-là, cette question de l'avortement. C'est aussi une histoire de transmission transgénérationnelle et c'est aussi une histoire d'émotion. C'est pas juste une histoire de loi. En tout cas, on incarne tout ça à la fois. Tu as commencé à répondre à ma dernière question qui est, selon vous, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ce droit à l'avortement il soit pleinement respecté, qu'il ne soit pas stigmatisé en France, selon vous, mesdames? Qu'est-ce qui reste à faire? Je vais parler de mon point de vue situé. Je pense qu'il reste à écrire cette histoire. Il y a encore des pans de l'histoire il y a des pans qui sont très connus, qu'on a l'impression de tout connaître, de tout savoir, mais il y a des choses qui ne sont pas encore connues. Il y a encore de la recherche à faire, il y a encore du savoir à produire. Il y a aussi une forme de diffusion de ce savoir qui est très important dans des lieux comme celui-ci, mais aussi par des publications, des travaux, des témoignages, des archives qu'il faut produire, qu'il faut garder. C'est important. Et on l'a dit, je pense que le témoignage, c'est quelque chose d'essentiel, parce que derrière l'idée de témoignage, il y a quelque chose d'individuel, mais de collectif aussi, qui permet de mettre en perspective les vécus et de mieux les comprendre. Donc c'est ce que je peux dire. Mais je pense que
On a parlé des professionnels de santé. Oui, moi, très brièvement, je vous l'ai dit, pour moi, c'est le dialogue avec les professionnels de la santé et d'inclure davantage les hommes. Parce qu'il y a aussi des couples dans lesquels il y a un homme et une femme et les hommes nous accompagnent aussi, ou pas, hein, il y a aussi des connards, hein, mais il y a aussi beaucoup de mecs très bien qui nous accompagnent dans cet avortement, qui sont pas très informés, pas très éduqués. Je pense que ça serait pas mal de les ramener dans nos discussions. Ils font aussi partie de cette histoire. C'est une histoire évidemment de femmes, mais c'est une histoire universelle. Voilà. Donc je pense que ça aussi, ça serait pas mal, parce que sinon... on n'avancera pas, quoi. Il faut les éduquer, c'est l'histoire de toutes et tous. Je vais me renchérir sur la transmission, le fait de connaître les récits qui sont propres déjà à nos familles, parce que en fait, de récit en récit, vous pouvez créer des passerelles et aussi rappeler que le propos de tout ça, c'est on aimerait, dans l'idéal, que toutes les personnes qui sont engendrées sur cette planète soient des enfants de l'amour et pas de la biologie, en fait. Hein. C'est ça qu'on est un peu en train de vous dire quand on parle de cette question. Donc je ne sais pas si vous êtes contre l'idée que ce soit plutôt l'amour qui soit à la source de la venue au monde du plus grand nombre. Je ne sais pas, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, en fait. Voilà, c'est tout. Eh ben, merci à toutes. On va passer aux questions dans le public, s'il y en a. Ah, je vois déjà des mains levées, c'est plusieurs mains levées. Je ne sais pas si quelqu'un peut passer... il reste un micro dans la salle. Il y avait une personne là et une autre ici. D'accord. Oui, j'étais pas la première à lever le micro. Ok. Bonjour, oui, je suis membre des Dévalideuses, qui est un collectif handi-féministe, et on fait partie de la campagne Ma Voix, Mon Choix, l'ICE, pour... vous avez dû, peut-être, il y avait une prise de parole à 16h. Et je trouve ça un peu dommage que, Bibia Pavard, que vous n'avez pas évoqué la minorité des femmes handi, parce que l'accès aux droits reproductifs est vraiment entravé par le validisme, l'institutionnalisation des personnes handicapées et l'inaccessibilité des lieux de soins. Donc vraiment, c'est important d'avoir ça en tête. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Ne nous oubliez pas. Merci de le dire, c'est très important. Merci beaucoup. Il y a une autre... Oui, voilà, il y a plein de dames qui lèvent la main. Oui, bonsoir. Et pareil, on n'a pas évoqué la question des avortements forcés et des stérilisations forcées qui concernent les femmes racisées. Voilà. Si vous pouvez en dire un mot, s'il vous plaît. Merci. Allez, je réponds tout de suite. Non, merci beaucoup pour vos remarques. C'est vrai que je n'ai pas tout dit et vous êtes tout à fait en droit de me le reprocher. Et merci, c'est aussi ça qui fait progresser les savoirs. On n'a pas de témoignages de femmes en situation de handicap dans cette collecte, c'est vrai. Sur la question des avortements forcés, des stérilisations forcées, on a des travaux aujourd'hui qui nous ont permis de connaître la situation en particulier à la Réunion. Les travaux de Myriam Paris et de Vergès, j'ai oublié son prénom tout d'un coup, Françoise Vergès, qui sont très importants, hein, qui ont mis l'accent sur ça et qui ont aussi montré à quel point il faut comprendre la politique nataliste française au regard de cette différence de politique qui est menée en métropole et dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire d'un côté l'injonction à la maternité et de l'autre côté la volonté de réduire les naissances. Hein. Donc ça c'est très important que cette question elle est traversée par les questions raciales. Après, on a vraiment essayé d'avoir des témoignages dans cette collecte sur la Réunion. On n'a pas réussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore tabou, qui est encore difficile. Et c'est un des chantiers très importants à explorer. Bonjour. Donc moi, je suis là parce que j'ai amené avec moi 2 de mes filleuls qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent pour la première fois, qui ont tous les 2 13 ans, un garçon et une fille. Et je suis curieuse de savoir, parce que je suis maman d'une grande fille de 25 ans, donc ça fait 10 ans que je ne m'occupe plus trop de l'éducation sexuelle à l'école.
Je suis curieuse de savoir, aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qui est dit à ce sujet dans les collèges? Alors, c'est simple, c'est catastrophique. C'est-à-dire, vous le savez toutes, à mon avis, et tous ici, c'est qu'il y a des cours qui sont censés être dispensés d'éducation à la sexualité qui ne le sont pas assez. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre du temps du temps des professeurs qui n'en ont déjà pas beaucoup, qui sont sous-payés, etc. Certains collèges essaye de faire venir des intervenants extérieurs, mais ça coûte des sous. Donc c'est assez catastrophique, on le sait. En France, toutes les associations militantes, et je pense notamment au planning familial, qui œuvrent depuis le premier jour sur l'éducation à la sexualité pour les enfants, dans les collèges, dans les lycées, tirent la sonnette d'alarme. Il n'y a pas de moyens, cette loi n'est pas respectée. Donc je suis navrée, le constat est assez catastrophique. Après, quand c'est fait, c'est quand même, y a des femmes formidables qui en parlent très bien. Et puis on a aussi perdu ces infirmières, par exemple, de collège qui étaient là, qui malheureusement sont moins là parce qu'il n'y a pas de moyens, alors qu'elles étaient vraiment des intervenantes fabuleuses, des oreilles bienveillantes fabuleuses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le constat qu'on fait. Et là, en cette rentrée, j'ai envie de vous dire qu'avec le gouvernement qu'on se tape, on est un peu en panique, puisque vous le savez, le ministère Égalité Hommes-Femmes est arrivé en 37e position. Bref, là, j'ai envie de vous dire, je suis sous Xanax. Vraiment, je ne peux pas vous dire mieux. Moi, je suis assez pessimiste. On va y arriver, on va taper du poing sur la table. Médecins du Monde fait un travail aussi remarquable là-dessus, vraiment fait du bruit. Mais là, il va falloir y aller de notre petite sueur collective, vraiment. Pardon, mais quel ministère? J'ai bugué un peu. C'est un secrétariat du ministère du handicap qu'ils avaient oublié, vraiment. Salut Barnier. Alors, d'un côté, voilà le constat, et en même temps, l'une des manières aussi de changer, de faire évoluer les choses, si ça vous rassure, moi je me suis engagée auprès du planning familial et je suis actuellement une formation à la vie à l'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et je vais faire partie des gens qui, dans quelques mois, pourront intervenir dans des établissements scolaires. Il faut s'engager. En fait, on peut aussi s'engager, et c'est important que des gens qui me ressemblent aillent aussi, on a quand même une chance un peu sur ces questions-là, et on n'avancera pas si on n'a pas les deux axes, si on n'active pas les deux, en fait. On a quand même une chance dans ce pays, on a un maillage associatif incroyable dans ce pays, ce qui sauve quand même à peu près tout, quoi. Et moi, si je peux ajouter, mes deux sœurs sont profs dans l'éducation. Et en fait, il faut aussi dire que les profs ne sont pas du tout formés. Ils sont des individus, des citoyens comme vous et nous. Donc ça va vraiment être des histoires aussi personnelles. Ils vont arriver avec eux leur bagage, mais aucun bagage ne leur est donné en plus pour éduquer les enfants. Et il y a un livre que je vous conseille quand vous avez des jeunes enfants et adolescents. C'est un livre de Charline Vermand, je recherchais le titre exact, qui s'appelle « Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser » et qui est un bon support également quand on est parent pour trouver les réponses adaptées aux différents âges. Et puis aussi avec ses propres tabous, ça permet aussi d'avoir un support de réponse qui est plutôt bien fait. Et je voudrais ajouter, il faut quand même aussi dire que cette question de l'éducation sexuelle à l'école, c'est un lieu d'action des anti-EVG, et que c'est vraiment un lieu d'intervention aussi des associations qui visent à revenir sur ce droit, et qu'il y a de nombreux collèges privés qui diffusent des fausses informations sur l'avortement. Donc c'est vraiment un nœud de l'action. Ils sont partout. Et le terme exact, c'est éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et bizarrement, ça se finit par éducation à la sexualité. Donc ça déjà, vous vous faites un peu manipuler aussi là-dessus. Il y a le terme affectif et relationnel. Et il me semble que c'est deux paramètres extrêmement importants et qui ont lieu d'être dans une éducation de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez, on peut prendre une dernière question avant de clore cet échange. Ouais, il y a la dame au milieu là qui lève la main depuis un moment. Oui, moi je voulais faire une petite pub alors que je connais pas la personne. Ceux qui n'ont pas vu Annie Colère de Blandine Lenoir,
c'est l'avortement avant 75. Et ça rejoint quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est que là, on voit une très belle sororité. Et c'est vraiment formidable. L'histoire du MLAC, effectivement. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. J'ai 2 amis qui ont participé, voilà. Et l'autre chose, je voulais parler des femmes qu'on arrive à convaincre de ne pas avorter. C'est maman solo, mais qu'on n'aide pas du tout. C'est-à-dire qu'on arrive à les manipuler. Et après, on sait qu'en France, c'est les mamans solo qui sont les plus pauvres, dans les plus pauvres. Donc voilà, ça, c'est aussi quelque chose. On rejoint l'histoire d'un ministère. C'est peut-être pas là, comme il est tout petit, avec très peu de moyens, on va pas l'aider, on va pas les aider, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait, madame. Il y a une petite dernière. Allez, une petite dernière question, non? Ouais. Merci beaucoup pour vos témoignages. Moi, je voulais, soulever le fait que vous êtes toutes les deux un peu du milieu artistique. Vous êtes comédienne et toutes les deux autrices. Et j'ai un peu l'impression que le tabou de l'avortement dans le milieu artistique est peut-être un peu moins fort que dans d'autres milieux. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas? Mais surtout, j'avais une question sur... est-ce que vous connaissez des femmes politiques, des personnalités politiques qui auraient parlé de leur propre histoire sur l'avortement? Oui, il y en a quelques-unes. J'ai oublié, comment s'appelle-t-elle, qui est merveilleuse, qu'on aime énormément, cette sénatrice. Ça va me revenir. Mais c'est... Ouais, exactement. Laurence Rossignol. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, sur le milieu artistique, c'est un peu un cliché. Pas tant que ça. Alors, par exemple... Dans les médias, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est vraiment un silence total. D'ailleurs, les femmes sont tellement objetisées qu'elles ne sont... c'est comme si elles n'existaient pas. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat, mais c'est très difficile. Et dans le milieu artistique, non, pas tant que ça. Je pense que le tabou, il est dans toutes les sphères, dans toutes les strates. C'est ce que tu nous expliquais. En tout cas, je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression que c'est tout aussi difficile. On a l'impression que le milieu artistique, on a la parole un peu plus facile, mais... il y a beaucoup de show-off, mais quand il s'agit de livrer un peu son intimité, on est tous pareils, quoi. C'est pas forcément facile. Je pense qu'on peut clore là-dessus. Je vous remercie vraiment toutes les trois pour votre partage d'expérience, pour vos éclairages qui sont importants. Et merci à Médecins du Monde de nous avoir réunis pour parler de ce sujet. C'était une belle journée, mais elle n'est pas finie parce que je vais vous raconter la suite et elle est plutôt sympa. À 19h30, on aura un stand-up de Laura Domingue, ici même, il me semble. On ne me contredit pas, donc ça doit être ça. À 20h, il y aura un mot de Médecins du Monde qui sera suivi d'un karaoké militant et on compte sur vous pour pousser la chansonnette. Et à partir de 22h, c'est DJ set avec Louise Petrouchka. Donc vous pouvez rester ici jusqu'au bout de la nuit avec Médecins du Monde. Et il y a toujours la Safe Zone qui est là, l'expérience Unheard Voice. Et donc merci à tous et d'avoir partagé ce moment avec nous.